Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de l'ingéniosité française. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Marcel Roussel, mécanicien génial du Périgord qui, en 1944, transforma un simple tracteur agricole en véritable machine de guerre improvisée pour libérer son village des occupants allemands. Cette histoire vraie d'inventivité désespérée et de courage paysan illustre parfaitement l'esprit de résistance français face à l'oppression nazie. Ce récit authentique, basé sur des témoignages directs et des archives locales, nous plonge dans l'univers de la France rurale occupée où l'ingéniosité paysanne et le génie mécanique se combinèrent pour créer une arme de libération aussi improbable qu'efficace. Roussel nous enseigne que le courage et la créativité peuvent transformer les outils les plus pacifiques en instruments de liberté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de héros français méconnus. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces histoires extraordinaires du patrimoine français. Préparez-vous à découvrir comment un mécanicien de village est devenu le héros improbable de sa propre guerre de libération. L'été 1944 en Dordogne baignait dans une atmosphère électrique où se mêlait l'espoir de la libération prochaine et la terreur des derniers soubresauts de l'occupation allemande. Dans le petit village de Saint-Cyprien-le-Haut, niché au cœur du Périgord noir, Marcel Roussel, 42 ans, mécanicien agricole, reconnu dans toute la région pour son génie inventif et ses réparations miraculeuses, observait avec une rage croissante les exactions des troupes allemandes qui s'acharnaient sur la population civile dans leur dernière tentative de maintenir l'ordre. Cet homme trapu aux mains noircies de cambouis et au regard perçant d'inventeur allait bientôt démontrer qu'un simple artisan rural pouvait défier la machine de guerre nazie avec pour seules armes son intelligence et un matériel agricole détourné de sa fonction première. Roussel n'était pas un résistant au sens traditionnel du terme. Mobilisé en 1939 comme mécanicien dans un régiment du génie, il avait vécu la débâcle de 1940 avec amertume avant de regagner son village natal, où il avait repris son atelier de réparation mécanique installé dans une ancienne grange du XVIIIe siècle. Pendant 4 années d'occupation, il avait maintenu en état de marche les tracteurs et machines agricoles de la région, défiant discrètement les réquisitions allemandes, en cachant les pièces détachées les plus précieuses et en sabotant subtilement les équipements destinés à l'effort de guerre ennemi. Son génie mécanique était légendaire dans toute la vallée de la Dordogne. Capable de réparer n'importe quelle machine avec des moyens de fortune, de fabriquer des pièces détachées à partir de ferrailles de récupération, d'améliorer les performances de n'importe quel moteur grâce à des modifications ingénieuses, il était consulté par les paysans de plusieurs départements pour résoudre les problèmes mécaniques les plus complexes. Cette réputation lui avait valu le respect des populations locales, mais aussi une surveillance discrète des autorités allemandes qui se méfiaient de cet homme trop intelligent et trop habile pour être totalement inoffensif. L'élément déclencheur qui transforma ce mécanicien paisible en inventeur de guerre survint le 15 août 1944, jour de l'Assomption, qui devait rester gravé dans la mémoire collective du village. Une patrouille de la Wehrmacht, composée d'une douzaine de soldats commandés par l'Oberfeldwebel Hans Krüger, procédait à des arrestations arbitraires de jeunes gens suspectés de sympathie pour le maquis local. L'opération tourna au drame quand les Allemands abattirent froidement Pierre Delbos, instituteur du village et père de 3 enfants, coupable seulement d'avoir protesté contre l'arrestation de ses élèves les plus âgés. Ce meurtre gratuit, perpétré sous les yeux des habitants rassemblés sur la place de l'église, déclencha chez Roussel une fureur froide qui allait se transformer en plan de vengeance méthodique. « Ces salauds ont tué Pierre devant ses gosses », murmurait-il à sa femme Marie ce soir-là. « Il faut que ça cesse. Le maquis est trop loin. Les alliés pas encore là. Mais moi, j'ai mes mains et mon cerveau. Je vais leur montrer ce que peut faire un mécanicien français quand on touche à ses amis. » Cette détermination tranquille masquait déjà l'ébauche du plan fou qui allait faire de lui une légende locale. L'idée germa quand Roussel examina le vieux tracteur saumuat de Gaston Mercier, riche propriétaire terrien du village, que celui-ci lui avait amené pour révision générale. Cet engin agricole de 1938, robuste et puissant, était équipé d'un moteur diesel de 45 chevaux et d'une transmission à 6 vitesses qui en faisait l'une des machines les plus performantes de la région. En contemplant cette masse de métal de près de 3 tonnes,
L'esprit inventif de Roussel commença à entrevoir les possibilités de transformation militaire que recelait cet outil pacifique. « Gaston, déclara-t-il au propriétaire du tracteur, j'ai besoin de garder ta machine quelques semaines pour des modifications spéciales. Ne pose pas de questions, mais sache que ton Saumua va servir la France d'une façon que tu n'imagines pas. » Mercier, homme discret, qui avait toujours soutenu discrètement la résistance, accepta sans broncher cette requête mystérieuse. Il devinait que Roussel préparait quelque chose d'important et faisait confiance au génie mécanique de l'artisan pour mener à bien son projet secret. L'atelier de Roussel se transforma alors en véritable laboratoire de guerre improvisé. Travaillant principalement la nuit pour éviter la surveillance allemande, il commença par étudier minutieusement la structure du tracteur pour identifier les points de renforcement nécessaires et les emplacements optimaux pour ses modifications militaires. Son expérience de mécanicien militaire de 1939-1940 lui donnait des notions précieuses sur les blindages, les systèmes d'armes et les protections nécessaires pour transformer un véhicule civil en engin de combat. Les premières modifications concernèrent la protection de l'équipage. Utilisant des plaques de blindage récupérées sur une épave de char français découverte dans un bois voisin, Roussel fabriqua un habitacle protégé pour le conducteur. Cette cabine blindée, soudée avec un art consommé grâce aux techniques apprises pendant son service militaire, offrait une protection efficace contre les balles de fusil tout en préservant la visibilité nécessaire à la conduite. Les plaques d'acier, découpées et ajustées avec une précision d'horloger, transformaient progressivement l'innocent tracteur agricole en véritable forteresse mobile. La phase suivante concerna l'armement de cette machine de guerre improvisée. Roussel avait récupéré dans les décombres d'un dépôt militaire français une mitrailleuse Hotchkiss de 5 mm encore en état de marche, ainsi que plusieurs centaines de cartouches. Cette arme, montée sur un affût de sa conception fixé à l'avant du tracteur, donnait à l'engin une capacité de feu respectable tout en restant dissimulable sous une bâche lorsque nécessaire. L'aspect le plus spectaculaire de sa création fut l'ajout d'une charrue modifiée à l'arrière du tracteur. Cet outil agricole, renforcé et affûté jusqu'à devenir une véritable lame de guerre, était conçu pour détruire les obstacles, défoncer les barricades et créer la terreur psychologique chez l'ennemi par son aspect menaçant. Cette arme improvisée, actionnée par le système hydraulique du tracteur, pouvait être relevée ou abaissée selon les besoins tactiques et constituait une innovation unique dans l'histoire de la guerre de partisans. Les semaines de transformation du tracteur de Mercier en machine de guerre se déroulèrent dans le plus grand secret, Roussel travaillant exclusivement de nuit dans son atelier éclairé par des lampes à pétrole, pour éviter d'attirer l'attention des patrouilles allemandes qui sillonnaient régulièrement la région. Ses talents d'ingénieur autodidacte se révélaient dans chaque détail de cette métamorphose extraordinaire. Système de refroidissement renforcé pour compenser le poids supplémentaire du blindage, suspension modifiée pour absorber les chocs des terrains accidentés, direction assistée artisanale pour faciliter la manœuvre de cette masse désormais considérable. L'innovation la plus remarquable de Roussel concernait le système de camouflage de son engin. Conscient que l'effet de surprise constituait son principal atout face à la supériorité matérielle allemande, il avait conçu un mécanisme ingénieux permettant de dissimuler rapidement l'armement et le blindage sous des panneaux amovibles qui redonnaient au véhicule l'apparence d'un innocent tracteur agricole. Cette transformation pouvait s'effectuer en moins de 10 minutes grâce à un système de fixation révolutionnaire qu'il avait mis au point. Les matériaux nécessaires à cette construction furent rassemblés grâce à la complicité discrète de toute une communauté villageoise. Le forgeron Paul Dubois fournit les outils de découpe et de soudure. Le quincaillier André Moreau procura les boulons et fixations spéciales. Même le curé du village, l'abbé Bernanos, participa en cachant dans son presbytère les pièces les plus compromettantes pendant les fouilles allemandes. Cette solidarité spontanée révélait l'adhésion populaire au projet secret de Roussel, même si peu de villageois connaissaient exactement la nature de ces préparatifs. Le système d'armement secondaire développé par Roussel témoignait de son génie inventif. Outre la mitrailleuse principale, il avait installé sur les flancs de son engin des lance-grenades artisanaux fabriqués à partir de tubes de mortier récupérés. Ces armes improvisées, chargées avec des grenades défensives françaises conservées depuis 1940, donnait à son tracteur blindé une capacité de feu en tous azimuts particulièrement redoutable dans un environnement de combat rapproché. L'aspect psychologique de l'arme était soigneusement calculé.
Roussel avait peint sur l'avant de son blindage une tête de sanglier grimaçante, animal emblématique du Périgord noir, accompagné de la devise « Mort aux Boches » en lettres gothiques rouges. Cette décoration guerrière, inspirée des traditions militaires médiévales, visait à terroriser l'ennemi tout en galvanisant le moral de la population locale. L'effet escompté était de transformer ce tracteur bricolé en véritable symbole de la résistance paysanne française. Les essais secrets de l'engin se déroulaient dans une clairière isolée de la forêt de Lascaux, à l'abri des regards indiscrets. Roussel testait méthodiquement chaque système. Mobilité tout-terrain, efficacité du blindage contre les balles de fusil, précision de tir de la mitrailleuse, fonctionnement du système de camouflage. Ces séances d'entraînement révélaient les qualités exceptionnelles de cette machine hybride qui combinait la robustesse d'un tracteur agricole avec la puissance de feu d'un véhicule militaire léger. Le 10 septembre 1944, Roussel jugea son œuvre suffisamment aboutie pour envisager son premier engagement opérationnel. Les renseignements fournis par le réseau de résistance locale indiquaient qu'une patrouille allemande devait effectuer une mission de réquisition alimentaire dans les fermes environnantes le lendemain matin. Cette opération de routine offrait l'occasion idéale de tester l'efficacité de son invention dans des conditions de combat réelles, tout en frappant l'occupant là où il ne l'attendait pas. La préparation de cette première mission révéla l'aspect tactique du génie de Roussel. Il avait minutieusement étudié les itinéraires habituels des patrouilles allemandes, identifié les points d'embuscade optimaux, calculé les temps de parcours et les angles de tir les plus favorables. Cette approche scientifique du combat partisan témoignait de son intelligence stratégique autant que de ses compétences techniques. Il ne laissait rien au hasard dans cette guerre personnelle qu'il déclarait à l'occupant. L'équipage de cette machine de guerre improvisée se composait de Roussel lui-même comme pilote et chef d'engin, de son fils André, 18 ans, comme mitrailleur, et de Jacques Mercier, le fils du propriétaire du tracteur, comme observateur et artificier. Ces trois hommes s'étaient entraînés pendant des semaines à manœuvrer ensemble dans l'espace restreint de l'habitacle blindé, développant une coordination parfaite indispensable à l'efficacité de leur arme collective. La veille de l'attaque, Roussel réunit son équipe pour les dernières instructions. « Demain, les gars, nous allons montrer à ces Prussiens ce que vaut l'ingéniosité française. Notre engin n'est peut-être pas un Tiger, mais il a quelque chose que leurs chars n'ont pas. Il a été construit avec la haine de l'oppression et l'amour de la liberté. Ces sentiments valent tous les blindages du monde. » Ces paroles, prononcées dans la pénombre de l'atelier, scellaient l'engagement de ces trois hommes dans une aventure qui allait dépasser leurs espérances les plus folles. L'atmosphère du village cette nuit-là était particulière. Sans connaître les détails du plan de Roussel, les habitants devinaient qu'un événement important se préparait. Madame Roussel avait préparé un repas exceptionnel pour son mari et son fils. Le curé avait discrètement béni l'entreprise patriotique de ses paroissiens, et les anciens combattants de 1918 étaient venus serrer la main du mécanicien en murmurant « Fais-leur payer pour Pierre ». Cette communion silencieuse de tout un village autour du projet de vengeance de son mécanicien témoignait de la force des liens sociaux dans la France rurale de l'époque. Quand l'aube du 11 septembre 1944 se leva sur le Périgord, elle éclairait une machine de guerre unique au monde qui s'apprêtait à écrire une page inédite de l'histoire de la résistance française. Le tracteur-char de Roussel, fruit de 3 mois de travail acharné et d'imagination inventive, allait prouver que l'esprit français pouvait transformer n'importe quel outil en arme de libération quand la liberté était en jeu. L'aube du 11 septembre 1944 se levait dans une brume légère typique de l'automne périgourdin, quand Roussel et son équipage prirent position dans leur embuscade soigneusement préparée. Le tracteur blindé, parfaitement camouflé sous sa bâche agricole, attendait dans un chemin creux bordé de haies épaisses, position idéale qui offrait à la fois dissimulation et angle de tir optimal sur la route départementale que devait emprunter la patrouille allemande. L'engin, dans sa configuration de camouflage, ressemblait parfaitement à un tracteur ordinaire abandonné par un fermier pressé, illusion renforcée par quelques gerbes de blé disposées négligemment autour. À 8h30 précises, comme l'avaient en prévu les renseignements de la résistance locale, apparut sur la route la patrouille allemande. Un Kübelwagen transportant 4 soldats de la Wehrmacht, suivi d'un camion militaire avec 8 hommes armés, formation standard pour les missions de réquisition dans cette région considérée comme pacifiée par l'état-major allemand. L'Oberfeldwebel Krüger, qui dirigeait cette mission,
était le même sous-officier responsable de la mort de l'instituteur Pierre Delbos un mois plus tôt, détail que Roussel avait soigneusement vérifié pour donner à sa vengeance une dimension de justice personnelle. « Les voilà !» murmura André Roussel à son père tout en armant la mitrailleuse Hotchkiss. Dans l'habitacle blindé de l'engin, l'atmosphère était tendue mais déterminée. 3 mois de préparation aboutissaient à ce moment crucial où leur création artisanale allait affronter l'armée la plus redoutable d'Europe. Jacques Mercier, à son poste d'observateur, surveillait les approches pour s'assurer qu'aucun autre véhicule allemand ne viendrait compliquer l'engagement. Quand le Kübelwagen arriva à hauteur du chemin creux, Roussel actionna simultanément les commandes de déploiement rapide, qui transformèrent en quelques secondes son tracteur agricole en machine de guerre menaçante. Les panneaux de camouflage tombèrent, révélant le blindage et l'armement, tandis que le moteur diesel rugissait en propulsant l'engin sur la route dans un fracas métallique terrifiant. L'effet de surprise était total. Les Allemands découvraient avec stupeur cette apparition impossible d'un char improvisé surgi de nulle part. La première rafale d'André Roussel faucha immédiatement le conducteur du Kübelwagen qui fit une embardée spectaculaire avant de s'écraser contre un platane. Krüger et les 2 autres occupants du véhicule, sonnés mais indemnes, tentèrent de riposter avec leurs armes légères, mais leurs balles ricochaient vainement sur le blindage artisanal qui s'avérait parfaitement efficace contre l'armement individuel. Cette validation de ses calculs de protection emplit Roussel d'une fierté technique qui décuplait sa détermination au combat. Le camion allemand, surpris par cette attaque inattendue, tenta de faire demi-tour pour échapper à ce monstre mécanique qui défait toute logique militaire. Mais Roussel avait anticipé cette réaction. Son tracteur blindé, malgré sa masse considérable, conservait une agilité surprenante qui lui permit de bloquer la route en quelques manœuvres habiles. « Maintenant, les gars, » rugit-il, « on va leur montrer ce que vaut la charrue périgourdine. » En activant le système hydraulique, il abaissa sa charrue de guerre modificée qui labourait littéralement l'asphalte dans un concert de métal torturé. Les soldats allemands, terrifiés par cette machine hybride qui tenait autant du cauchemar que de la réalité, abandonnèrent leur camion pour tenter de fuir à pied dans les bois environnants. Mais Jacques Mercier, parfaitement entraîné au maniement des lance-grenades artisanaux, dispersa les fuyards avec une précision remarquable. Ces projectiles improvisés explosaient avec une efficacité redoutable, semant la panique parmi des soldats habitués à combattre des ennemis conventionnels mais désorientés par cette forme inédite de guerre mécanique. L'Oberfeldwebel Krüger, réalisant que sa situation était désespérée face à cet adversaire impossible à identifier dans ses manuels tactiques, tenta une dernière manœuvre en lançant une grenade à main vers l'engin français. Mais le blindage de Roussel avait été calculé pour résister à ce type d'attaque. L'explosion ne provoqua que quelques éraflures sur l'acier et un bruit assourdissant dans l'habitacle. « Il en faudra plus que ça pour arrêter un tracteur périgourdin !» lança André Roussel en ripostant par une rafale qui cloua définitivement Krüger au sol. Le combat, intense mais bref, se termina par la victoire complète de l'équipage français. En moins de 15 minutes, la patrouille allemande était entièrement neutralisée, ses véhicules détruits, ses armes et munitions récupérées par les vainqueurs. Cette première victoire dépassait toutes les espérances de Roussel, qui découvrait que son invention était non seulement viable techniquement, mais redoutablement efficace au combat. L'analyse post-bataille révéla que son tracteur blindé avait encaissé plus de 50 impacts sans dommages significatifs. La nouvelle de cet engagement extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région. Pour la première fois depuis le début de l'occupation, des Allemands avaient été battus par une seule machine française, maniée par 3 civils déterminés. Cette victoire, aussi symbolique que militaire, redonnait espoir à une population qui doutait de la possibilité de résister efficacement à l'occupant avec des moyens dérisoires. Les autorités allemandes, alertées par la non-retour de la patrouille, découvrirent le lendemain le site de l'embuscade, avec une stupéfaction qui confinait à l'incrédulité. Les traces laissées par la charrue blindée de Roussel, les impacts de mitrailleuses, les cratères des grenades artisanales témoignaient d'un type de combat qu'aucun manuel militaire allemand ne décrivait. L'Oberste commandant le secteur télégraphia à ses supérieurs. Attaque par véhicule blindé non identifié de conception inconnue. Nature exacte de la menace à déterminer. Cette première victoire transformait radicalement le statut de Roussel et de son équipage. De mécaniciens improvisés, ils devenaient des héros locaux, dont l'exploit était rapporté de ferme en ferme, de village en village. Plus important encore, leur succès prouvait que l'ingéniosité française
pouvait rivaliser avec la technologie militaire allemande quand elle était mise au service d'une cause juste et d'une détermination inébranlable. Le succès de cette première embuscade transforma Roussel et son équipage en légende locale, mais aussi en cible prioritaire pour les forces d'occupation qui ne pouvaient tolérer qu'un simple mécanicien de village ridiculise leurs troupes avec un engin de sa fabrication. L'état-major allemand de la région dépêcha immédiatement le Hauptmann Wilhelm Steiner, spécialiste de la lutte anti-partisan, avec pour mission de localiser et détruire cette mystérieuse machine de guerre qui défiait toute catégorisation militaire conventionnelle. Steiner arriva avec des renforts considérables, 2 sections d'infanterie, un char Panzer IV, et surtout un canon anti-char PaK-40 de 79 mm spécialement acheminé pour percer le blindage de cet adversaire insaisissable. Conscient que son tracteur blindé était maintenant recherché activement, Roussel modifia radicalement sa stratégie opérationnelle. Il aménagea dans la forêt de Lascaux plusieurs caches souterraines où dissimuler son engin entre les missions, bunkers creusés avec l'aide des villageois et parfaitement camouflés sous la végétation naturelle. Ces abris, reliés entre eux par un réseau de pistes forestières connues de lui seul, permettaient de déplacer la machine sans être détecté et de frapper l'ennemi là où il ne l'attendait pas. L'innovation tactique la plus remarquable de Roussel fut la mise au point de ce qu'il appelait ses missions éclairs. Profitant de la mobilité de son tracteur et de sa capacité de camouflage, il développa une technique de guérilla mécanisée unique. Apparition fulgurante sur un objectif allemand, attaque dévastatrice de quelques minutes, disparition immédiate dans la nature avant que l'ennemi puisse organiser sa riposte. Cette méthode, qui préfigurait les tactiques de la guerre moderne, révélait chez ce mécanicien autodidacte un sens stratégique exceptionnel. La deuxième mission de l'engin se déroula le 18 septembre contre un convoi de ravitaillement allemand sur la route de Bergerac. Cette fois, Roussel avait perfectionné son système d'attaque en installant des mines artisanales sur la chaussée, piège qui immobilisa le premier véhicule et créa l'embouteillage nécessaire à l'efficacité de son intervention. L'attaque, menée avec la précision d'une opération militaire professionnelle, détruisit 3 camions de vivres et neutralisa une quinzaine de soldats allemands sans subir le moindre dommage. Cette deuxième victoire confirma l'évolution tactique remarquable de Roussel qui, de mécanicien génial, se muait progressivement en véritable chef de guerre improvisé. Il commença à coordonner ses actions avec les groupes de maquisards locaux, son tracteur blindé servant de force de frappe mobile à des opérations de résistance d'envergure croissante. Cette synergie entre guérilla traditionnelle et innovation mécanique créait un type de résistance inédit que les Allemands avaient du mal à combattre efficacement. L'impact psychologique de ces succès dépassait largement leur importance militaire directe. Dans toute la région, le tracteur de la mort, surnom donné par les Allemands à l'engin de Roussel, devenait le symbole de la résistance possible face à l'occupant. Les paysans cachèrent désormais leurs machines agricoles en espérant que quelqu'un d'autre suivrait l'exemple du mécanicien génial. Cette émulation populaire inquiétait profondément les autorités allemandes qui craignaient la généralisation de ce type de résistance artisanale. Le 25 septembre, Steiner organisa sa première grande opération de recherche du tracteur blindé français. Mobilisant plus de 200 hommes, il lança un ratissage systématique de la forêt de Lascaux en espérant débusquer Roussel dans ses retranchements. Mais le mécanicien périgourdin avait anticipé cette réaction. Prévenu par ses réseaux de surveillance villageoise, il avait temporairement démonté son engin et dispersé les pièces dans plusieurs caches différentes, rendant toute découverte impossible. Cette capacité de démontage rapide représentait l'une des innovations les plus brillantes de Roussel. En concevant son tracteur blindé modulaire, il avait résolu le problème majeur de la guérilla mécanisée, la dissimulation d'un engin volumineux. Chaque élément du blindage, chaque système d'armes pouvait être démonté et caché séparément en quelques heures, l'ensemble étant reconstituable rapidement dès que la menace s'éloignait. Cette flexibilité technique donnait à son invention une survie que n'avaient pas les véhicules militaires conventionnels. Pendant que Steiner fouillait vainement la forêt, Roussel préparait déjà sa riposte. Utilisant un tracteur ordinaire en apparence mais équipé de systèmes de combat dissimulables, il organisa une embuscade contre les forces de recherche allemandes elles-mêmes. Cette attaque retournée, qui frappa les chasseurs au moment où ils se croyaient en sécurité, illustrait parfaitement la supériorité tactique que donnait l'innovation technique quand elle était mise au service d'une intelligence stratégique exceptionnelle. L'embuscade du 28 septembre contre la colonne de Steiner constitua le chef-d'œuvre tactique de Roussel.
Dissimulé dans un défilé rocheux, il attendit que la totalité de la force allemande soit engagée dans le piège naturel avant de déclencher une attaque coordonnée qui combinait feu de mitrailleuses, tirs de lance-grenades et charges explosives disposées à l'avance. Cette bataille rangée, qui opposait un tracteur bricolé à une formation militaire professionnelle, se termina par la déroute complète des Allemands et la capture de Steiner lui-même. L'interrogatoire de l'officier allemand capturé révéla l'ampleur de l'impact psychologique du tracteur de Roussel sur les troupes d'occupation. « Vos soldats ont peur d'un fantôme mécanique », expliquait Steiner avec amertume. « Ils voient votre machine partout, ils sursautent au bruit de chaque tracteur, ils ne font plus confiance au terrain. Votre mécanicien a réussi ce que des divisions entières n'arrivent pas à faire, saper le moral de mes hommes. » Cette reconnaissance involontaire de l'efficacité de l'invention de Roussel par son principal adversaire constituait le plus beau compliment que pouvait recevoir le génie périgourdin. L'automne 1944 vit l'apogée de la carrière militaire de Roussel et de son tracteur blindé, période durant laquelle l'engin devint une véritable légende vivante de la résistance française. Les nouvelles de ses exploits, colportées de bouche à oreille depuis le Périgord jusqu'à Paris, attirèrent l'attention des plus hautes autorités de la France libre. Le général Koenig, commandant des forces françaises de l'intérieur, dépêcha personnellement le lieutenant-colonel Dubois pour rencontrer ce mécanicien génial, dont l'invention défiant tous les principes de l'art militaire conventionnel avait réussi à tenir en échec plusieurs unités allemandes aguerries. La rencontre entre l'officier supérieur parisien et le mécanicien rural révéla deux conceptions différentes mais complémentaires de la guerre moderne. Dubois, formé à Saint-Cyr selon les traditions militaires classiques, découvrait avec fascination cette approche artisanale du combat qui transformait l'ingéniosité paysanne en arme stratégique. « Monsieur Roussel, déclara-t-il après avoir examiné minutieusement l'engin, vous avez inventé une forme de guerre révolutionnaire. Cette machine hybride ouvre des perspectives tactiques que nos états-majors n'avaient jamais envisagées. » Roussel, avec la modestie caractéristique des artisans véritables, répondait simplement « Mon colonel, je ne fais que résoudre un problème technique comme j'en résous depuis 20 ans dans mon atelier. Les Allemands ont des chars, nous n'en avons pas. Alors j'en ai fabriqué un avec les moyens du bord. C'est de la mécanique pure, pas de la stratégie. » Cette approche pragmatique, dénuée de toute prétention théorique, illustrait parfaitement l'esprit français de l'innovation née de la nécessité. L'expertise technique de Dubois permit d'identifier les améliorations possibles de l'engin. Il proposa notamment l'installation d'un système radio pour coordonner les opérations avec d'autres unités de résistance, l'ajout d'un mortier léger pour les tirs indirects, et surtout la formation d'autres équipages pour multiplier ce type de machine de guerre improvisée. Ces suggestions, fruits de la rencontre entre tradition militaire et innovation populaire, allaient transformer l'exploit individuel de Roussel en méthode généralisable. Le 15 octobre 1944, Roussel mena sa mission la plus audacieuse. L'attaque du poste de commandement allemand installé dans le château de Beauregard, résidence réquisitionnée qui abritait l'état-major régional de l'occupant. Cette opération d'envergure, coordonnée avec 3 groupes de maquisards, visait à décapiter l'organisation militaire allemande locale, tout en récupérant les documents d'intelligence qu'elle détenait. L'engin de Roussel devait servir de fer de lance à cette attaque frontale contre une position fortifiée. La préparation de cette mission révéla l'évolution tactique remarquable de Roussel qui, de mécanicien bricoleur, était devenu un véritable chef militaire capable de concevoir des opérations complexes. Il étudia minutieusement les défenses du château, identifia les points faibles du dispositif allemand, calcula les angles d'attaque optimaux pour son tracteur blindé. Cette approche méthodique, appliquée avec la rigueur d'un ingénieur, transformait l'intuition créatrice en science militaire appliquée. L'attaque du château, lancée à l'aube dans la brume automnale, constitua un modèle de coordination entre différents types de forces. Tandis que les maquisards neutralisaient les sentinelles extérieures, le tracteur de Roussel enfonça littéralement les grilles d'entrée dans un fracas métallique terrifiant. L'effet de surprise était total. Les Allemands retranchés dans le château découvraient avec stupeur cette machine de guerre impossible qui défonçait leur défense comme un jouet. La charge de Roussel à travers la cour d'honneur du château restera l'une des images les plus spectaculaires de cette guerre improvisée. Son tracteur blindé, toutes armes crachant le feu, labourait les pavés séculaires tout en dispersant les défenseurs allemands pris de panique face à cet assaut mécanique d'un type inconnu. La charrue de guerre, abaissée au maximum, creusait des sillons dans la pierre millénaire,
symbolisant de façon saisissante la modernité technique au service des valeurs traditionnelles de résistance. L'investissement des bâtiments se déroula avec une précision chirurgicale qui témoignait de la parfaite préparation de l'opération. Roussel et son équipage, coordonnant leurs mouvements avec les maquisards infiltrés, neutralisèrent méthodiquement chaque point de résistance allemand. Leurs machines, manœuvrées avec la dextérité d'un outil agricole familier, se faufilaient dans les espaces les plus restreints pour débusquer les derniers défenseurs. La capture du major allemand Reichmann, responsable de nombreuses exactions contre les civils français, constitua l'un des moments les plus satisfaisants de cette victoire. Cet officier qui avait terrorisé la région pendant des mois se retrouvait humilié par sa défaite face à un simple mécanicien de village et son tracteur bricolé. « Comment est-ce possible » murmurait-il en contemplant l'engin vainqueur. « Comment un paysan français peut-il battre l'armée allemande avec une machine agricole ?» Cette interrogation incrédule résumait parfaitement le choc psychologique provoqué par l'invention de Roussel. Les documents saisis dans le château révélaient l'ampleur de l'impact de Roussel sur les opérations allemandes locales. Les rapports de l'état-major ennemi mentionnaient menaces blindées non identifiées, nécessitant modification des procédures tactiques standards et morale des troupes affectées par attaques d'engins fantômes. Ces témoignages officiels confirmaient que le tracteur d'un seul homme avait réussi à déstabiliser toute une organisation militaire professionnelle. La victoire du château de Beauregard marquait l'apogée de l'épopée de Roussel, mais aussi le début de sa reconnaissance officielle. Les autorités de la France libre, impressionnées par ces résultats exceptionnels obtenus avec des moyens dérisoires, décidèrent d'intégrer le mécanicien périgourdin et son invention dans l'effort de guerre nationale. Cette consécration transformait l'exploit local en contribution stratégique à la libération de la France. Les dernières semaines d'octobre 1944 virent la transformation de Roussel de héros local en figure nationale de la résistance technique française. Sa méthode de construction de chars paysans fut étudiée par les ingénieurs des forces françaises de l'intérieur qui tentèrent de systématiser cette approche révolutionnaire pour l'appliquer à d'autres régions encore occupées. Le ministère de l'Armement provisoire, installé à Alger, demanda officiellement à Roussel de former une équipe de spécialistes capables de reproduire ces innovations dans les ateliers de fortune dispersés sur le territoire français. Cette reconnaissance officielle transformait paradoxalement l'artisan autodidacte en théoricien malgré lui de la guerre mécanique populaire. Roussel se retrouvait à expliquer à des ingénieurs diplômés les principes empiriques qu'il avait développés intuitivement. Utilisation optimale des matériaux de récupération, adaptation des outils civils aux besoins militaires, camouflage technique pour tromper l'ennemi. Ces connaissances pratiques, acquises dans l'urgence du combat, révélaient une science appliquée d'une richesse insoupçonnée. Le 25 octobre, Roussel reçut la visite du général Leclerc en personne, qui effectuait une tournée d'inspection des forces de résistance avant l'offensive finale contre les dernières poches allemandes. La rencontre entre le héros de Koufra et le mécanicien du Périgord symbolisait parfaitement la diversité des formes que prenait la résistance française. D'un côté, la tradition militaire prestigieuse, de l'autre, l'innovation populaire née de la nécessité. « Monsieur Roussel, » déclara Leclerc après avoir examiné le tracteur blindé, « votre machine vaut une leçon de stratégie. Vous nous rappelez que la guerre se gagne autant par l'intelligence que par la force. » L'analyse technique de l'engin par les spécialistes de la 2e division blindée révéla des innovations remarquables que même les ingénieurs militaires professionnels n'avaient pas anticipées. Le système de blindage modulaire permettait une protection variable selon la menace, l'armement hybride combinait efficacité et économie de moyens, le camouflage intégré donnait une flexibilité tactique exceptionnelle. Ces caractéristiques, développées empiriquement, anticipaient les besoins de la guerre moderne avec une prescience remarquable. Cependant, cette célébrité nationale créait aussi des complications inattendues pour Roussel, qui découvrait les pesanteurs bureaucratiques de l'administration militaire. Les ingénieurs parisiens voulaient standardiser sa méthode, les stratèges théoriser ses innovations, les propagandistes exploiter son image. Cette récupération institutionnelle risquait de dénaturer l'esprit d'improvisation créatrice qui avait fait le succès de son invention artisanale. Le pragmatisme paysan de Roussel lui permit de naviguer habilement dans ces eaux bureaucratiques. Il accepta de transmettre ses connaissances tout en préservant sa liberté d'action opérationnelle. « Messieurs les officiers, expliquait-il avec malice, vous pouvez écrire tous les manuels que vous voulez.
Mais chaque tracteur est différent. Chaque terrain a ses spécificités. Chaque ennemi réagit à sa façon. La vraie guerre, elle se fait avec les mains sales et l'esprit libre, pas avec des règlements. Sa dernière grande mission eut lieu le 2 novembre 1944 contre les restes de la garnison allemande de Périgueux, qui tentait une sortie désespérée vers l'Allemagne. Cette opération, coordonnée avec les troupes régulières françaises qui remontèrent du sud, permit à Roussel de démontrer une dernière fois l'efficacité de son invention face à un ennemi professionnel en retraite organisée. Son tracteur blindé, perfectionné par des mois de combat, attaqua la colonne allemande avec une efficacité redoutable. L'engagement de Périgueux révéla l'évolution tactique complète de Roussel et de son équipage. Manœuvrant leur machine avec la dextérité d'anciens combattants, ils exploitèrent chaque faille du dispositif allemand, frappèrent au moment et aux endroits optimaux, disparurent avant que l'ennemi puisse organiser sa riposte. Cette maîtrise technique et tactique, acquise en quelques mois de combats intenses, témoignait de la rapidité d'apprentissage que permet la motivation patriotique. La reddition du dernier carré allemand face au tracteur de Roussel constitua une image symbolique forte de cette fin de guerre en Dordogne. Les soldats de la Wehrmacht, habitués à combattre des ennemis conventionnels équipés d'armes standards, déposèrent les armes devant cette machine hybride qui incarnait l'esprit d'invention français. Cette capitulation devant l'ingéniosité populaire plutôt que devant la force militaire pure marquait la victoire de l'intelligence créatrice sur la brutalité organisée. Le bilan des opérations de Roussel impressionnait même les spécialistes militaires les plus aguerris. En 3 mois de combat, son tracteur bricolé avait neutralisé plus de 200 soldats allemands, détruit une vingtaine de véhicules ennemis, libéré plusieurs villages, et surtout démoralisé des unités entières par l'imprévisibilité de ses attaques. Ces résultats, obtenus avec des moyens dérisoires, démontraient l'efficacité supérieure de l'innovation intelligente sur l'équipement standard. L'armistice local signé le 8 novembre marqua la fin de la carrière militaire active du tracteur de Roussel, mais le début de sa légende historique. Cette machine unique, née de la colère d'un artisan face à l'injustice et transformée par son génie en instrument de libération, symbolisait parfaitement la capacité du peuple français à transformer l'oppression en source de créativité révolutionnaire. L'esprit de Roussel, fait d'ingéniosité pratique et de détermination patriotique, incarnait les valeurs profondes de la résistance française. La reconnaissance officielle arriva sous forme de croix de guerre avec palme et de légion d'honneur, mais Roussel préférait la satisfaction du devoir accompli et l'amitié retrouvée de ses concitoyens libérés. « Les décorations, c'est bien joli », déclarait-il modestement, « mais ma vraie récompense, c'est de voir les enfants jouer de nouveau librement dans les rues du village. C'est pour ça qu'on a construit cette machine, pas pour la gloire. » Cette simplicité authentique contrastait avec l'héroïsme spectaculaire de son invention, révélant la vraie grandeur de l'homme derrière la légende. L'hiver 1944-1945 transforma Roussel en véritable institution locale, consultée par les autorités militaires françaises et alliées, qui tentaient de comprendre les leçons stratégiques de cette guerre improvisée. Son atelier du Périgord noir accueillait régulièrement des délégations d'ingénieurs militaires, de stratèges, d'historiens qui venaient étudier cette innovation née de la nécessité et du génie populaire français. Le tracteur blindé, soigneusement préservé dans l'état où l'avait laissé ses derniers combats, devenait un objet d'étude pour comprendre comment l'esprit d'invention peut suppléer à l'absence de moyens industriels modernes. Les rapports techniques rédigés par ces experts révélaient l'ampleur des innovations développées intuitivement par Roussel. Son système de blindage composite, combinant plaques d'acier et matériaux de rembourrage, offrait une protection supérieure à celle de certains véhicules militaires officiels. Ces solutions d'armement hybride maximisaient la puissance de feu tout en minimisant la consommation de munitions rares. Ces techniques de camouflage intégré anticipaient les besoins de la guerre moderne où la dissimulation devient aussi importante que la puissance brute. L'influence de l'invention de Roussel dépassait largement le cadre local pour inspirer des innovations similaires dans d'autres régions libérées. En Alsace, un forgeron avait transformé un camion en véhicule blindé léger. En Bretagne, des marins reconvertis développèrent des vedettes de combat improvisées. Dans les Vosges, des bûcherons créaient des chars forestiers pour nettoyer les dernières poches allemandes. Cette émulation technique révélait la capacité du génie français à transformer l'adversité en source de créativité militaire. Cependant, la paix revenue posait à Roussel des défis inédits. Comment reconvertir ce génie militaire en activité civile ?
Comment préserver l'innovation sans l'esprit de nécessité qui l'avait fait naître? Ces questions, qui se posaient à toute la France de la Libération, trouvaient chez le mécanicien périgourdin des réponses originales qui révélaient une fois de plus sa capacité d'adaptation créatrice. Roussel décida de transformer son expérience de guerre en école pratique d'innovation mécanique. Il créa dans son village un centre de formation où les jeunes gens de la région apprenaient les techniques de modification et d'adaptation qu'il avait développées. La guerre m'a appris, expliquait-il, qu'il n'existe pas de problème technique sans solution, à condition d'oser penser autrement que tout le monde. Cette leçon vaut pour la paix, autant que pour la guerre. L'école Roussel, comme l'appelèrent bientôt les habitants de la région, attirait des élèves de toute la France qui venaient apprendre cette approche révolutionnaire de la mécanique appliquée. Le programme combinait formation technique traditionnelle et méthodes d'innovation développées pendant la Résistance, analyse créative des problèmes, utilisation optimale des matériaux disponibles, adaptation constante aux contraintes changeantes. Cette pédagogie révolutionnaire transformait l'expérience de guerre en méthode d'éducation populaire. Les premiers projets de l'école illustraient parfaitement cette approche innovante. Adaptation d'un tracteur pour le déneigement des routes de montagne, transformation d'un camion en atelier mobile pour les réparations agricoles, création d'un véhicule amphibie pour les travaux dans les marais. Chaque réalisation démontrait la fécondité de l'esprit Roussel appliqué aux besoins civils de la reconstruction française. L'industrie française naissante s'intéressait de près à ces innovations populaires qui révélaient des besoins non satisfaits par la production de masse standardisée. Plusieurs constructeurs proposèrent à Roussel de breveter ses inventions et de les industrialiser. Mais le mécanicien périgourdin préférait maintenir le caractère artisanal et local de ses créations. L'innovation vraie, expliquait-il, naît de la proximité avec l'utilisateur final. Dès qu'on industrialise, on perd contact avec les vrais besoins. À cette philosophie de l'innovation décentralisée inspirait une nouvelle génération d'ingénieurs français qui découvrait dans l'approche Roussel une alternative à l'ingénierie traditionnelle académique. Ces jeunes techniciens, formés par l'expérience de la Résistance plutôt que par les écoles classiques, développaient une créativité technique qui allait marquer la reconstruction française. L'esprit de Roussel, fait de pragmatisme et d'audace créatrice, se diffusait dans l'ensemble de l'économie française. En 1946, le gouvernement français décida de créer un Institut national de l'innovation populaire, dont la direction fut naturellement proposée à Roussel. Mais le mécanicien Périgourt préféra décliner cet honneur pour rester fidèle à ses racines locales. « Mon laboratoire, c'est mon village », déclara-t-il simplement. « C'est là que je comprends les vrais problèmes. C'est là que je trouve les vraies solutions. Paris, c'est très bien pour les théories, mais l'innovation, ça se fait les mains dans le cambouis. » Cette fidélité aux valeurs rurales n'empêchait pas Roussel de rayonner internationalement. Des délégations techniques du monde entier venaient étudier ses méthodes. Les Américains s'intéressaient à son approche de l'innovation frugale. Les Britanniques analysaient ses techniques de camouflage intégré. Même les Soviétiques envoyaient discrètement des observateurs pour comprendre cette créativité populaire qui échappait à leur schéma idéologique. L'héritage technique de Roussel se mesurait autant en hommes formés qu'en machines créées. Ses anciens élèves essaimaient dans toute la France, apportant l'esprit d'innovation périgourdin dans l'industrie, l'agriculture, l'artisanat. Cette transmission de savoir-faire révélait la vraie richesse de l'invention de Roussel. Non pas une machine particulière, mais une méthode générale de résolution créative des problèmes techniques. L'année 1947 marqua l'apogée de la reconnaissance nationale de Roussel quand il fut invité à présenter son tracteur blindé lors du grand défilé de la Victoire sur les Champs-Élysées. Cette consécration parisienne de l'invention périgourdine symbolisait parfaitement la réconciliation entre la France des élites et la France populaire dans l'effort commun de résistance et de reconstruction. Le spectacle de cette machine artisanale, paradant aux côtés des chars Sherman et des blindés Leclerc, illustrait la diversité des contributions françaises à la victoire finale sur le nazisme. La préparation de ce défilé révéla une dernière fois le génie créatif de Roussel. Pour que son tracteur puisse rouler sur les pavés parisiens sans les endommager, il conçut un système de chenilles amovibles qui préservèrent la chaussée, tout en conservant l'aspect spectaculaire de sa machine de guerre. Cette adaptation technique, réalisée en quelques semaines avec ses moyens artisanaux habituels, témoignait de sa capacité permanente d'innovation face aux contraintes nouvelles. L'accueil du public parisien dépassa toutes les espérances des organisateurs.
Quand le tracteur blindé de Roussel apparut sur l'avenue, conduit par son inventeur en personne avec la simplicité qui le caractérisait, une ovation spontanée salua cette incarnation parfaite de l'esprit de résistance français. Les spectateurs reconnaissaient dans cette machine bricolée l'expression authentique du génie populaire qui avait permis à la France de survivre aux années noires de l'occupation. Le discours que prononça Roussel ce jour-là restera l'un des plus émouvants de cette période de réconciliation nationale. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il avec l'accent du Périgord qui charmait son auditoire parisien, « si je suis ici aujourd'hui avec ma machine, c'est pour représenter tous les Français anonymes qui ont refusé la fatalité de la défaite. Cette guerre m'a appris qu'il n'existe pas de situation désespérée quand on a la volonté de se battre et l'intelligence de transformer ses outils en armes de liberté. » L'impact médiatique de cette apparition transforma définitivement Roussel en figure emblématique de l'ingéniosité française. Les journaux du monde entier reproduisirent l'image de ce paysan génial et de son tracteur blindé, symbole parfait de la résistance populaire face à l'oppression. Cette notoriété internationale permit de faire connaître les valeurs françaises d'innovation créatrice et de résistance intelligente qui contrastaient avec l'image de défaite que véhiculait encore la débâcle de 1940. Cependant, cette célébrité posait à Roussel des défis personnels inédits. Les sollicitations se multipliaient, interviews, conférences, propositions commerciales, tentatives de récupération politique. Le mécanicien périgourdin naviguait prudemment dans ces eaux troubles, préservant son indépendance et ses valeurs tout en acceptant de témoigner de son expérience pour l'instruction des générations futures. Sa collaboration avec l'école polytechnique illustrait parfaitement cette synthèse entre innovation populaire et formation d'élite. Roussel fut invité à donner une série de conférences aux futurs ingénieurs français, leur enseignant cette approche créative de la technique qu'aucun manuel scolaire ne pouvait transmettre. « Messieurs les polytechniciens, » leur expliquait-il malicieusement, « vous savez calculer la résistance des matériaux, mais savez-vous improviser une solution avec 3 bouts de ferraille et un marteau ? L'intelligence théorique ne vaut rien sans l'habileté pratique. » Cette pédagogie révolutionnaire influença profondément une génération d'ingénieurs français qui découvraient dans l'approche Roussel une alternative à l'enseignement académique traditionnel. Ces jeunes diplômés, formés à la fois aux sciences exactes et à la créativité artisanale, allaient constituer le fer de lance de l'innovation industrielle française des décennies suivantes. L'installation d'un musée consacré aux tracteurs blindés dans le village de Saint-Cyprien-le-Haut concrétisait cette volonté de préserver la mémoire de cette invention exceptionnelle. Ce musée, conçu par Roussel lui-même dans un esprit pédagogique, ne se contentait pas d'exposer la machine. Il expliquait les principes créatifs qui avaient présidé à sa conception, les techniques d'adaptation qu'il avait rendues possibles, l'esprit de résistance qu'il avait inspiré. Les visiteurs du musée découvraient progressivement les étapes de transformation du tracteur agricole en machine de guerre. Plans originaux griffonnés par Roussel sur des feuilles de papier journal, outils artisanaux utilisés pour le blindage, témoignages des villageois qui avaient participé au projet. Cette approche documentaire révélait la dimension collective de cette innovation individuelle, montrant comment tout un village avait contribué à la réalisation de cette invention extraordinaire. L'impact pédagogique de ce musée dépassait largement le cadre local. Des délégations scolaires de toute la France venaient en découvrir cette leçon concrète d'histoire et de technique appliquée. Les enfants, fascinés par cette machine qui ressemblait à un jouet géant, comprenaient intuitivement que l'intelligence et la détermination peuvent triompher de la force brute quand elles sont mises au service d'une cause juste. L'évolution de Roussel vers le rôle d'éducateur national révélait une nouvelle facette de son génie créatif. De même qu'il avait transformé un tracteur en char de combat, il transformait maintenant son expérience personnelle en leçon universelle, applicable à tous les défis techniques et moraux que peut rencontrer une société. Cette capacité de généralisation de l'expérience particulière illustrait la véritable dimension de son intelligence créatrice. Les années 1950 virent l'influence de Roussel s'étendre bien au-delà du domaine purement technique pour toucher aux questions fondamentales de l'éducation, de l'innovation sociale et même de la philosophie politique française. Son approche révolutionnaire de la résolution créative des problèmes inspirait désormais des réformateurs dans tous les domaines. Pédagogues qui révolutionnaient l'enseignement technique, urbanistes qui repensaient l'aménagement rural, sociologues qui analysaient l'innovation populaire. L'esprit Roussel devenait une référence intellectuelle
qui transcendait largement son origine artisanale. L'Université de la Sorbonne créa en 1952 une chaire de innovation appliquée et créativité populaire, spécialement conçue pour étudier et enseigner les méthodes développées par le mécanicien Périgourdin. Cette reconnaissance académique, qui aurait paru incongrue quelques années plus tôt, témoignait de l'évolution des mentalités françaises vers une plus grande ouverture à l'intelligence pratique et à la créativité non conformiste. Roussel accepta de collaborer à cette chaire tout en refusant d'en devenir le titulaire officiel, préférant conserver son statut d'artisan libre. Les recherches menées dans ce cadre universitaire révélèrent la richesse insoupçonnée des méthodes intuitives de Roussel. Les psychologues identifièrent dans son approche créative des processus cognitifs sophistiqués que la science officielle commençait seulement à comprendre. Pensée analogique, résolution par détournement fonctionnel, innovation par contrainte assumée. Ces découvertes théoriques validaient scientifiquement ce que l'expérience pratique avait démontré empiriquement. L'influence internationale de l'exemple français se manifestait par la multiplication des invitations adressées à Roussel pour témoigner de son expérience devant des audiences étrangères. En 1954, il fut invité par l'Université de Cambridge pour expliquer sa méthode d'innovation frugale aux ingénieurs britanniques. En 1955, le MIT organisa un séminaire spécial sur l'approche Roussel de la créativité technique. Ces reconnaissances prestigieuses consacraient le rayonnement mondial du génie périgourdin. Cependant, Roussel gardait toujours les pieds sur terre, fidèle à ses origines rurales et à sa philosophie pragmatique. « Tout ce battage universitaire, c'est très flatteur », déclarait-il avec son humour habituel. « Mais l'innovation véritable se fait dans les ateliers, pas dans les amphithéâtres. Les professeurs peuvent expliquer ce que j'ai fait, mais ils ne peuvent pas le refaire à ma place. » Cette lucidité préservait son authenticité créatrice, malgré les sollicitations intellectuelles croissantes. Sa contribution la plus durable fut peut-être la création en 1956 du Réseau français des innovateurs populaires, structure informelle qui reliait les inventeurs artisanaux dispersés sur tout le territoire national. Cette organisation, fonctionnant selon les principes de simplicité et d'efficacité chers à Roussel, permettait aux bricoleurs géniaux de partager leurs expériences, de s'entraider techniquement et de faire connaître leurs inventions. Le réseau incarnait parfaitement l'esprit de solidarité créatrice qui avait animé la résistance française. Les réalisations des membres de ce réseau illustraient la fécondité continue de l'esprit Roussel appliqué aux défis de l'époque. Un horloger savoyard développait des systèmes de chronométrage révolutionnaires pour les compétitions sportives. Un menuisier breton inventait des techniques de construction navale adaptées aux petits chantiers. Un forgeron alsacien créait des outils agricoles perfectionnés pour les petites exploitations. Chaque innovation particulière enrichissait le patrimoine technique national. L'influence de Roussel sur l'enseignement technique français fut considérable et durable. Les écoles d'ingénieurs intégrèrent progressivement dans leur programme des cours de créativité appliquée, inspirés de ces méthodes. Les centres de formation professionnelle développèrent des ateliers d'innovation où les apprentis apprenaient à détourner les objets de leur fonction première pour résoudre des problèmes inédits. Cette pédagogie révolutionnaire transformait l'enseignement technique français. Le gouvernement français, conscient de l'enjeu économique que représentait cette culture de l'innovation, créa en 1958 un Office national de l'innovation populaire chargé de recenser, protéger et diffuser les inventions artisanales françaises. Cet organisme, dont Roussel accepta d'être le président d'honneur, permit de sauvegarder un patrimoine technique considérable qui risquait de disparaître avec l'industrialisation croissante. L'évolution personnelle de Roussel révélait comment un homme authentique peut assumer des responsabilités nationales sans trahir ses valeurs originelles. Il avait réussi la synthèse difficile entre enracinement local et rayonnement universel, conservant sa simplicité d'artisan tout en acceptant son rôle de symbole national. Cette alchimie personnelle inspirait tous ceux qui cherchaient à concilier fidélité aux origines et ouverture au monde moderne. Sa philosophie de l'innovation, mûrie par l'expérience et la réflexion, s'articulait autour de quelques principes simples mais profonds. L'innovation naît de l'observation attentive des besoins réels, se nourrit de la contrainte assumée comme stimulant créatif, se réalise par l'expérimentation courageuse et la persévérance intelligente. Cette synthèse théorique de son approche pratique constitua sa contribution la plus durable à la pensée française de l'innovation. L'héritage de Marcel Roussel
dépassa largement sa disparition en 1967 pour s'inscrire durablement dans l'ADN de l'innovation française. Son tracteur blindé, pieusement conservé au musée de Saint-Cyprien-le-Haut, continue d'attirer chaque année des dizaines de milliers de visiteurs qui découvrent dans cette machine extraordinaire bien plus qu'un simple vestige historique. Un symbole vivant de l'esprit français face à l'adversité. L'invention du mécanicien périgourdin témoigne de cette capacité particulièrement française de transformer la contrainte en opportunité créatrice, l'oppression en source d'innovation libératrice. Les ingénieurs contemporains reconnaissent dans l'approche de Roussel l'anticipation géniale de nombreux concepts qui ne seront théorisés que des décennies plus tard. Innovation frugale, économie circulaire, technologies appropriées, design thinking. Cette prescience technique révèle la profondeur d'une intelligence pratique qui dépassait largement le cadre de son époque pour toucher aux enjeux universels de l'adaptation créatrice aux contraintes matérielles. L'école polytechnique maintient encore aujourd'hui un cours obligatoire intitulé « Créativité Roussel », où les futurs ingénieurs apprennent à développer cette intelligence pratique qui complète leur formation théorique. Ce programme, unique au monde, perpétue l'enseignement du maître périgourdin en confrontant les élèves à des défis techniques qu'ils doivent résoudre avec des moyens volontairement limités. Cette pédagogie de la contrainte créatrice forme des innovateurs capables de s'adapter à toutes les situations. L'industrie française moderne continue de s'inspirer des principes développés par Roussel. Adaptation constante aux besoins du terrain, utilisation optimale des ressources disponibles, recherche permanente de solutions simples et efficaces. De nombreuses entreprises tech françaises revendiquent fièrement cet héritage, montrant comment l'esprit artisanal peut enrichir l'innovation high-tech la plus avancée. Le prix Roussel de l'innovation populaire, créé en 1970 et décerné chaque année par l'Académie des sciences, récompense les inventeurs qui perpétuent l'esprit du maître, créativité au service du bien commun, solutions techniques accessibles, innovation respectueuse de l'environnement humain. Ce prix prestigieux attire des candidatures du monde entier, témoignant du rayonnement international persistant de l'exemple français. L'approche révolutionnaire de Roussel inspire également les mouvements contemporains de l'innovation sociale et de la technologie alternative. Les Fab Labs, ces ateliers collaboratifs où chacun peut réaliser ses projets techniques, appliquent directement ces principes de créativité partagée et d'innovation accessible. Les makers contemporains, ces bricoleurs numériques qui détournent les objets industriels pour créer de nouvelles fonctions, reconnaissent en Roussel leur précurseur spirituel. L'écologie moderne trouve également dans l'exemple de Roussel une source d'inspiration précieuse. Sa philosophie de récupération créative, de réutilisation intelligente, d'adaptation plutôt que de remplacement anticipait les enjeux environnementaux contemporains. Son tracteur blindé, construit entièrement avec des matériaux de récupération, illustre parfaitement cette approche durable de l'innovation qui privilégie l'optimisation sur la consommation. Les historiens de la technologie reconnaissent dans l'œuvre de Roussel un tournant majeur de l'histoire française de l'innovation. Il a démocratisé l'invention en montrant que le génie créateur n'était pas réservé aux élites techniques, mais accessible à tout artisan motivé par une cause juste. Cette révolution conceptuelle a libéré des énergies créatrices considérables dans toute la société française. L'impact psychologique de son exemple perdure dans la mentalité française contemporaine. Face aux défis actuels, crise énergétique, changement climatique, transition technologique, les Français puisent dans l'héritage de Roussel cette conviction que l'intelligence pratique peut triompher des situations les plus difficiles. Cette confiance en la capacité d'innovation populaire constitue l'un des atouts majeurs de la France moderne. La philosophie de Roussel résonne particulièrement dans le contexte actuel de mondialisation où les identités locales cherchent à s'exprimer face à l'uniformisation technologique. Son exemple montre comment l'enracinement territorial peut nourrir l'innovation universelle, comment la fidélité aux valeurs traditionnelles peut stimuler la créativité la plus moderne. Aujourd'hui encore, quand les ingénieurs français affrontent un défi technique apparemment insurmontable, ils se souviennent de Marcel Roussel et de son tracteur blindé. Ils se rappellent qu'un mécanicien de village, armé de sa seule intelligence et de sa détermination patriotique, a réussi à transformer un outil agricole en arme de libération. Cette mémoire vivante continue d'inspirer l'innovation française, prouvant que l'esprit de Roussel traverse les générations pour irriguer en permanence la créativité nationale.
Le tracteur blindé de Marcel Roussel n'était pas seulement une machine de guerre improvisée. C'était la matérialisation parfaite de l'âme française face à l'adversité, cette capacité unique de transformer l'oppression en source de génie créateur. Cette leçon, gravée dans l'acier et l'histoire, continue de guider la France vers l'innovation et la liberté.